Former, ce n'est pas seulement transmettre du savoir. C'est créer de l'envie, stimuler la mémoire, capter l'attention. Dans un monde où tout va très vite, où on parle de fatigue cognitive, de surcharge mentale, il devient essentiel de repenser nos pratiques de formation. Et si la clé se trouvait dans les neurosciences, dans le jeu ou tout simplement dans le plaisir d'apprendre? Mon invitée Aurélie Van Dyck est docteure en psychologie cognitive. Aujourd'hui, elle nous livre sa vision, ses bonnes pratiques, ses conseils pour transformer durablement nos méthodes d'apprentissage. Bonjour Aurélie. Bonjour Manon. Petite question d'introduction pour commencer. Si vous deviez expliquer votre métier à un enfant, vous lui diriez quoi? Alors déjà je lui dirais, tu vas à l'école pour apprendre à lire, à compter et je suis sûre que tu as une super maîtresse ou un super maître qui t'accompagne au mieux dans ses apprentissages. Mais en fait, pour qu'elle soit si super aujourd'hui, il a fallu qu'elle apprenne des choses, des stratégies pour t'accompagner au mieux dans tes apprentissages. Et bien en fait, moi j'accompagne notamment des maîtres et des maîtresses, mais au niveau adulte, pour justement transmettre ces stratégies et les appliquer dans des formations professionnelles pour adultes. Voilà. Aurélie, vous êtes docteure en neurosciences. Alors forcément, j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on apprend ? Alors, en fait, notre cerveau a une plasticité cérébrale. Donc, c'est-à-dire qu'il est composé de neurones et les neurones vont en fait se connecter et les connexions peuvent se consolider, se fragiliser. Et en fait, quand on va apprendre de nouveaux apprentissages, il va y avoir justement de nouvelles connexions qui vont se former. Et finalement, le fait de réactiver les apprentissages, ça va consolider ces connexions. Et donc, si après on oublie, ces connexions vont se fragiliser. Donc, c'est vraiment ces connexions et au fur et à mesure vraiment des chemins neuronaux, on dit justement, qui vont se creuser, se former pour vraiment faciliter l'apprentissage. Le passage, c'est ça. Et Aurélie, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de mythe qui existe sur le cerveau, sur l'apprentissage que vous aimeriez déconstruire ? Oui. Alors, il y en a un qui me vient, qui est assez répandu encore aujourd'hui. C'est le fait d'avoir des styles d'apprentissage, qui est plutôt vrai, c'est-à-dire qu'on peut avoir des préférences. On peut préférer apprendre au travers du sens visuel, donc par exemple au travers de schémas, au travers de tableaux. Donc ça, c'est OK. Également, on peut préférer apprendre en faisant, en expérimentant. OK, donc là, être plutôt dans la kinesthésie. Ou encore, être plutôt auditif et donc être très sensible à l'intonation, au phrasé, enfin, aux messages clés, comment ça va être dit, comme des slogans, des choses comme ça. Donc ça, OK, on peut avoir des préférences. Mais en fait, nous, formateurs, ça ne veut pas dire que si mon participant, il est plus visuel, il s'estime plus visuel, qu'il va falloir que je cible uniquement des stratégies d'apprentissage ciblées sur le visuel. Ou du coup, pour un kinesthésique, uniquement qu'il apprenne en faisant. Non, l'idée, c'est que je ne vais pas mieux apprendre si ça s'adresse à mon style d'apprentissage. Le mieux, c'est vraiment de cibler la technique, les méthodes au regard du contenu d'apprentissage et de l'objectif pédagogique, voire même de diversifier les façons d'apprendre. Parce que finalement, on est tous visuels. Le visuel, en fait, active plus de régions dans notre cerveau. Et donc, finalement, si j'active le visuel, je vais mieux apprendre. Mais je vais encore mieux apprendre si je vois des schémas très clairs, si on m'explique, on m'illustre la notion, si en plus, on me donne des exemples d'application et que j'applique moi-même, si également j'ai un petit slogan avec le message clé qui me permet de m'en rappeler. En fait, c'est un tout et c'est autant de traces, de chemins qui vont m'amener au contenu d'apprentissage et qui va faire que je m'en rappelle. Donc, autant diversifier plutôt que d'adresser un style d'apprentissage. Ce n'est pas le plus adapté pour l'apprentissage de chacun. Donc, finalement, la bonne méthode, s'il y a une bonne méthode, c'est de mixer tous les styles d'apprentissage. Voilà, exactement. Okay. Et comment est-ce que les découvertes en neurosciences, elles influencent la manière dont on conçoit les formations aujourd'hui ? Alors, ça peut notamment agir sur le fait de se dire, justement, je vous parlais de consolidation. Et bien en fait, on se rend compte que pour consolider, il faut réactiver le contenu d'apprentissage dans la durée. Donc ça veut dire qu'il faut avoir en tête que pendant ma formation, si j'aborde une notion, le fait de l'aborder une seule fois,
oui, ça ancre, mais si je veux encore plus ancrer le contenu, il vaut mieux que je répète, que je réactive dans la durée. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Également, ce que l'on se rend compte, c'est si on réactive de façon trop rapprochée, il y a une baisse d'attention, une monotonie, une baisse d'attention qui fait que finalement, je vais moins bien me retenir. Au bout d'un moment, je vais me dire, oui, c'est bon, je sais. Donc il y a un peu comme une sensation de c'est bon, je sais, qui fait que je me désintéresse et qui fait que je vais moins bien apprendre. Alors que si je réactive un peu plus éloigné dans le temps, je vais me dire ah oui, c'était quoi? Et tant mieux si ça me revient, mais du coup ça me restimule, ça réactive et là ça renforce encore plus l'apprentissage. Également, donc, il y a le fait de varier les modalités, comme on vient de le voir juste avant. Et également, il y a toute la notion d'attention et le lien avec les émotions. Donc, c'est comment je vais faire vivre des émotions à mes participants pour qu'il y ait vraiment une activité et du coup des éléments encore plus forts, en fait, encore plus marquants, qui vont capter mon attention et qui vont faire que je vais consolider encore mieux les apprentissages. Donc les émotions jouent un rôle clé dans les apprentissages au niveau de l'attention et au niveau de la consolidation. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des choses, par exemple, il y a une étude qui est très vieille, en fait, finalement, on se rend compte, voilà, que quand, on s'en est tous rendu compte, que quand on voit un serpent, ça capte l'attention. Bon, évidemment, l'idée, c'est pas forcément de faire peur à nos apprenants, mais de trouver la juste émotion qui va faire que ça va activer, du coup, également, donc, dans notre cerveau, l'amygdale, et donc derrière, que ça va renforcer l'apprentissage. Émotion, d'ailleurs, qui est un des partis pris de votre signature pédagogique. Exactement, oui, tout à fait, exactement. Et de toute façon, notre signature pédagogique est née des besoins d'un adulte en formation et des piliers de l'apprentissage selon les sciences cognitives. Donc, en effet, dans notre signature pédagogique, il y a l'engagement, comment je vais générer l'engagement chez nos apprenants. Donc, c'est une notion clé. Les émotions pour justement encore plus renforcer les apprentissages, la collaboration, mais également donc le transfert, parce que c'est important que tous ces éléments soient dans une visée de comment je vais accompagner le transfert et que tout ce que j'ai appris en formation me soit utile dans mon quotidien. Donc voilà, en effet, ça fait bien écho. Merci. Autre thème, Aurélie, les tendances et les innovations en matière de pédagogie. Est-ce qu'il y a selon vous des tendances qui sont un peu plus prometteuses, qui sortent un petit peu du lot en matière de formation en 2025 ? Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de varier les techniques pédagogiques ou les méthodes pédagogiques pour parler aux différents styles d'apprentissage et finalement pour renforcer les apprentissages. Mais il y a également, ce qui est aussi très demandé par nos clients, c'est également comment je vais varier les modalités pédagogiques dans tout un parcours d'apprentissage. Que finalement, c'est important d'avoir une multimodalité. Donc, par exemple, utiliser les vidéos, des podcasts, des micro-learning, mais également, bien sûr, avoir quand même des temps synchrones de classe virtuelle ou vraiment de temps présentiel. Donc vraiment, ce qui est important, c'est comme ça d'avoir un parcours qui va aussi permettre de réactiver tout au long du parcours le contenu d'apprentissage et trouver la juste modalité qui va adresser l'objectif pédagogique. Donc là, vraiment, cette multimodalité est très demandée par nos clients dans nos dispositifs sur mesure. Et il y a également tout ce qui va être marketing de la formation. Parce que, ok, la pédagogie, c'est vraiment comment je vais faire au mieux pour transmettre, enfin pour vraiment que l'apprentissage soit le plus efficace possible. Mais il y a aussi comment je vais finalement marketer la formation. Et donc, comment je vais faire pour que mes participants, même s'ils ont un besoin, qu'ils se disent « Ah oui, cette formation, elle est vraiment faite pour moi, elle s'adresse à mes besoins, elle répond à mes besoins, elle s'adresse à moi. » Donc vraiment, c'est également très important cette notion de comment je vais marketer la formation. Donc évidemment, c'est un travail collectif entre l'offre, entre la pédagogie, mais aussi le marketing pour réunir tous les ingrédients. Et quand on parle d'innovation, ce serait bizarre de ne pas parler de l'IA, ou alors ça voudrait dire qu'on est complètement déconnecté de notre réalité. Donc évidemment, il y a tout ce qui est l'IA, comment je vais l'utiliser dans ma conception, dans mon animation. Et finalement, c'est aussi, on parlait donc des différents...
finalement l'engagement, finalement c'est la pédagogie active, comment je vais rendre mes apprenants acteurs de leur apprentissage. Et l'IA, finalement, si je l'utilise en animation, je peux dire à mes participants, utilisez l'IA et questionner un peu ce sujet pour finalement, plutôt que moi je leur partage le contenu, mais qu'ils aillent eux-mêmes se renseigner, donc un peu sous la forme de pédagogie inversée. Donc c'est quelque chose qui peut être à la fois un assistant du concepteur, mais aussi de l'animateur. Et encore, il y a beaucoup d'autres possibilités. Mais voilà. Vous parlez d'IA, Aurélie. Quelle place est-ce qu'elle prend l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les méthodes de formation, dans les dispositifs qui existent ? Oui, c'est vrai que j'ai parlé là au travers de l'IA et la pédagogie inversée et pédagogie active. Du coup, c'est vrai que c'est plus dans l'animation, mais c'est vrai qu'elle a aussi une place dans la conception. En effet, comme assistant, si on peut dire, mais en tout cas, vraiment, moi, je l'utilise plus dans le brainstorming, dans vraiment réfléchir avec l'IA pour challenger un peu mes idées, pour, voilà, ou si j'en ai pas, me donner des idées, en mettant dans mon prompt, voilà mon objectif pédagogique, voilà mon public, enfin bref, en faisant un prompt du mieux possible. Et ensuite, du coup, voilà, trouver le bon exercice, la bonne activité pédagogique au regard de cela. Également, après, il y a tout ce qui est l'IA dans les chatbots, l'IA dans également tout ce qui va être construction d'un parcours adaptive learning, donc adapté vraiment aux besoins. Et donc ça, il y a l'IA qui est au cœur de cela. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Également tout ce qui est IA dans la conception même de modules e-learning. Ou encore même l'IA pour construire des quiz, des cartes mentales, construire des visuels, des vidéos. Enfin, quelque part, l'IA est dans beaucoup d'outils qu'utilise le formateur à différents moments. Et c'est quelque chose qui évolue vraiment très vite avec des outils qui se développent très vite. Donc voilà, il faut, en tout cas sur l'IA, comme sur les autres thèmes, être toujours en veille pour trouver l'outil qui va bien à l'instant T. Oui, d'autant plus que ça risque d'évoluer encore plus rapidement dans les années à venir. Exactement. Troisième thème de l'interview, j'aimerais évoquer le fait de prendre du plaisir quand on apprend, qui est une notion quand même importante dans l'apprentissage. On parle beaucoup plus d'innovation pédagogique comme la gamification, les serious games, etc. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre en s'amusant? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est possible? Alors, vu que dans notre signature pédagogique, il y a les émotions, ce serait bizarre que je vous dise non. Donc oui, mais en fait, en tout cas, un des messages clés que je dis à nos formateurs, puisqu'on les accompagne notamment au travers d'ateliers pédagogiques sur la gamification justement, l'idée c'est pas juste de jouer et de s'amuser et de passer un bon moment, oui c'est bien, mais à chaque fois c'est vraiment se dire quel est l'objectif pédagogique. Finalement se dire ok, je vais construire mon jeu pédagogique autour de mon objectif pédagogique et donc avec une intention pédagogique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de jeu pédagogique, parce que finalement la gamification on la voit dans plein d'autres domaines, mais là non, ludopédagogie et vraiment le jeu en formation, c'est comment je vais construire toute ma mécanique de jeu, tout mon dispositif ludique autour de mon objectif pédagogique et toujours dans cette intention de faciliter l'apprentissage. Donc c'est tout à fait possible d'apprendre en s'amusant, mais du coup tout va dépendre de la construction de notre jeu pédagogique. Plus que de s'amuser, finalement, c'est de transmettre des émotions, de faire vivre des expériences. C'est ça, exactement. Et avec je pense, la collaboration justement dans le jeu est super importante. Donc oui, c'est toute une expérience d'apprentissage, puisque justement dans le jeu, il y a aussi une notion d'univers, donc je plonge dans l'univers. Et donc là, vraiment, il y a un vrai talent du formateur, vraiment. Donc il y a le concepteur, donc en amont, je réfléchis à mon jeu, mais ensuite vraiment le talent du formateur facilitateur en salle, qui va devoir se dire ok, donc j'ai bien compris le jeu, enfin si je prends connaissance du jeu et que je fais juste qu'animer, ok, j'ai bien compris les mécaniques, je vois bien où on veut aller, et donc à moi de faciliter au mieux le jeu, les règles du jeu, être sûr que les règles du jeu sont bien comprises, que la dynamique est OK au sein du groupe. Et donc comme ça, c'est bon. Toutes les conditions sont réunies pour apprendre et pour passer un bon moment.
Mais alors concrètement, comment est-ce que ça se matérialise vraiment la notion de jeu dans l'apprentissage? Alors, déjà en fait, ça veut dire que quand je vais insérer un jeu en formation, il y a plusieurs façons. Je vais insérer des énigmes, je vais me dire, tiens, je vais faire des équipes qui vont gagner des points, je vais faire des niveaux que l'on doit atteindre, je vais demander à des équipes de créer des avatars. Enfin voilà, il y a une notion comme ça un peu ludique qui emploie en fait des éléments de gamification. Mais du coup appliqué à la pédagogie. Et pour ça, je peux m'appuyer sur par exemple des cartes comme les Gamifi-cartes, comme les Mécani-cartes. Enfin, il y a des cartes qui existent justement pour se dire, tiens, quelle mécanique de jeu je peux utiliser. Mais je peux aussi m'appuyer sur des jeux existants que je peux avoir dans mon placard, comme des Time's Up, des Top 10, des jeux de loi, des dominos. Enfin voilà, du coup m'appuyer sur des mécaniques de jeux existants. Pour me dire, tiens, je vais l'utiliser dans ma formation. Et après, je peux aussi faire uniquement du digital. Donc, par exemple, je suis en classe virtuelle et je vais lancer un dé virtuel. Je vais demander à des équipes de déverrouiller des cadenas numériques. Enfin, voilà. Donc, il peut y avoir plusieurs options possibles. J'ai une toute dernière question. J'aimerais bien revenir sur la notion d'expérientiel que vous avez évoquée justement au début, dans votre réponse précédente. Comment est-ce qu'on peut faire vraiment vivre une expérience quand on fait de la formation et faire prendre du plaisir? On y revient. C'est vrai que je trouve que c'est super important cette notion d'expérience. Donc ça peut être faire vivre une expérience pendant la formation au travers d'un jeu de rôle, d'une mise en situation, mais ça peut être aussi hors les murs. Donc par exemple, aller dans une salle de spectacle, une salle de théâtre et faire la prise de parole en public vraiment dans un lieu qui représente bien ça. Ça peut être aussi aller sortir des locaux, aller en pleine nature et du coup être dans un autre cadre qui va du coup générer une expérience, faire vivre d'autres émotions et encore plus ancrer les apprentissages parce qu'il y aura un lien entre la thématique, entre ce changement de cadre. Donc là, oui, on sera dans une expérience forte. Voilà. Merci beaucoup Aurélie pour votre partage.